Donc merci beaucoup à toi et à vous tous d'être là ce soir. C'est formidable de terminer la semaine avec vous, de prendre l'apéro dans quelques instants tout ensemble. On a préparé les uns les autres quelques canons, je suis sûr, et vous aussi chez vous pour pouvoir profiter de tout ça. Pascaline, toi tu es née à La Rochelle il y a quelques années, mais tu as grandi à Angers. C'est quand même Angers, ta ville de cœur, quelque part. Et après, je résume rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas complètement encore, mais après avoir fait de la philo, et ça me fait penser d'ailleurs au mot de Pasteur qui disait qu'il y avait beaucoup plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres de la Terre, qui exagère un peu peut-être la vie de Pasteur. Hein. Mais tu es passé de la philo au vin, tu vas peut-être nous expliquer comment et pourquoi. Et puis ensuite, tu as travaillé dans différents endroits, Rouge Tomate à Bruxelles, cette année à Rouge Tomate en 2009 à New York, et de Rouge Tomate maintenant, tu es passé à Racine, une magnifique aventure, après être passé par le concours de meilleur jeune sommelier de France, Val-de-Loire, où tu as été lauréat en 2006, jusqu'à l'apothéose pour le concours en tout cas. D'abord Master Sommelier en 2014, et puis ensuite, surtout en 2018, meilleur sommelier de France et meilleur sommelière de France. Je résume très court parce qu'on pourrait en raconter beaucoup de coulisses. Le trophée de la personnalité de l'année 2019 de la revue de France, qui pour la première fois l'avait remis une femme. Ça, c'est juste aussi un grand bonheur, une grande fierté, moi, en tant que président de l'Union des sommeliers de France. Je remercie tous les sommeliers qui nous suivent. Et Pascaline, c'est comment, de New York en ce moment, comment tu vis ce confinement? D'abord, Philippe, je vous engage comme attaché de presse. Voilà, c'est décidé. Écoutez, non mais merci de m'avoir. Je suis ravie de pouvoir parler un peu avec vous. Ça me fait du bien d'avoir une petite fenêtre sur la France en ce moment. Voilà, ça fait du bien de voir un peu les lives et de voir qu'il y a malgré tout, il y a vraiment une énergie qui se met en place entre nous. Donc c'est super. Donc voilà, comment c'est New York? Ce matin, je suis là, il est midi et demi pour moi, mais ce matin, je suis passée au restaurant. La ville, elle est vide. J'ai jamais vu, on a le restaurant en bas de la ville à Tribeca, juste à côté du World Trade Center, qui est un endroit déjà historique, malheureusement, pour la ville. Il y a absolument personne. Tous les commerces sont fermés. Vous avez des affiches sur les murs. Vous avez déjà des commerces qui ont dit, on devrait ouvrir à part. Merci à nos clients, nous allons fermer définitivement. Il fait magnifique. Il y a un printemps incroyable, donc on est dans une atmosphère absolument irréelle. C'est très paradoxal, on peut imaginer, surtout New York, des grandes avenues, même s'il y a aussi des petites rues, mais il y a aussi des grandes avenues, ça doit être juste saisissant de voir ces espaces imaginables vides. Absolument, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction, parce qu'on n'est pas très loin, je suis juste à côté de Broadway. Broadway était vide, je pouvais marcher au milieu de l'avenue sans aucun problème ce matin. Vous avez personne, vous avez 2-3 personnes qui traversent les rues, principalement des gens pour des livraisons. Donc c'est incroyablement compliqué d'être au restaurant ce matin, au restaurant vide, sans âme depuis un mois. Donc c'est un mélange d'incompréhension, d'angoisse, de peur, et en même temps, comme la vie printanière pousse, on se dit voilà, il va y avoir un demain. Il faut qu'il y ait un demain, c'est impossible autrement. Il faut qu'il y ait un demain. La nature nous parle, et je pense qu'il faut savoir l'écouter. Et particulièrement dans cette période charnière de notre vie, je pense qu'elle nous envoie des messages aussi, à la fois d'espérance, d'avenir, etc., mais aussi et sûrement de faire attention à elle, parce qu'en faisant attention à elle, on fait bien sûr attention à nous et à l'humanité. Vous avez tellement raison. Je crois que plus que jamais, c'est un moment où il faut repenser un petit peu sa place dans la nature. Après voilà, la situation actuelle, ça me fait penser un petit peu je fais un peu de surf quand je peux, et ça me fait vraiment penser à ça en fait. Quand on surfe, il y a deux choix. C'est un art humain inventé, absolument inutile. On n'a pas besoin de surfer, c'est un luxe, un plaisir. Et après il y a deux choix. Soit on va contre la vague, soit on va avec la vague. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment, en train de se dire voilà. Peut-être qu'on a été trop longtemps à contre-courant, à vouloir créer des choses qui, au final, sont absolument antinaturelles et contre-naturelles. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut réapprendre à s'intégrer dans un flux du vivant et à d'une certaine manière, se laisser aller pour retrouver une place qu'on doit avoir. Voilà, donc effectivement. Je rebondis là-dessus pour essayer de comprendre le cheminement entre la philosophie et le vin. Donc, ça a été quoi le déclic, justement, entre les deux?
Le déclic, ça a été que je faisais donc de la philo et je voulais devenir professeur de philosophie et j'ai eu un burn-out en commençant à préparer les concours CAPES et agrégation et j'ai pris une année sabbatique. Et pour travailler de mes mains, j'ai travaillé en cave et en restaurant et j'avais un prof de philo qui aimait le vin. Alors, donc je me suis retrouvée à goûter des vins et je me suis dit mais c'est incroyable. En fait, et ça a tilté. Je cherchais quelque chose de simple qui pouvait me parler. La philosophie me parlait beaucoup, mais demandait énormément. Et le vin, ça a été quelque chose d'immédiat. Il y avait vraiment une simplicité en goûtant un verre de vin. Et donc j'ai demandé à mes parents, qui m'avaient soutenu jusqu'à présent toutes mes études, si je pouvais faire un break et me lancer un petit peu dans la restauration, parce qu'il y avait quelque chose qui parlait. Et dans la restauration, le vin a pris une place de plus en plus importante jusqu'au jour où j'ai eu le déclic sur une bouteille d'Yquem et voilà, c'était parti. Le premier grand souvenir qui a déclenché, tu dis ça, c'est la vérité, c'est ça. C'était quel millésime d'Yquem, qui est un grand vin liquoreux, grand éternel, un grand sauterne, bien sûr, que beaucoup de gens connaissent. Oui, c'était 37. Il y a pire aussi en même temps. Qui a marqué son époque, la densité vieillard du vin, sa complexité inouïe sur le fruit, le miel, l'agrume, etc. Ça doit être effectivement quelque chose qui parle à la fois au palais, mais qui finalement a pourtant ton palais au cœur, comme c'est souvent le cas des grands vins, nous, sommeliers ou amateurs de vin, de tous qui nous écoutaient et qui nous suivaient nombreux ce soir. Tu nous as... Je suis sûr trouver quelques pépites dans l'apération dans la cave du restaurant Racine à Tribeca ce matin. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire partager un petit peu? Tout le monde se languit, je suis sûr, de savoir ce que les actions, c'est de dire là, qu'est-ce qu'elle a prévu, Pascaline, pour l'apéro ce soir? Alors, qu'est-ce que j'ai pour l'apéro? Alors, pour le déjeuner, ici, l'apéro avant le pré-déjeuner. C'est quand même l'heure de l'apéro quasiment en même temps à New York et à Paris, ou en France en tout cas, avec un décalage effectivement du déjeuner au dîner. Bah écoutez, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des vins que j'ai vraiment envie de boire en ce moment. Donc c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'une belle bouteille, c'est vraiment des bouteilles partagées aussi. C'est très très difficile. Je me dis mais mince, est-ce que j'ai vraiment envie de goûter ces vins rarissimes toute seule? Absolument pas. Aucun intérêt. Voilà. C'est là qu'on se rend compte que le vin c'est très très loin de l'égoïsme. C'est au contraire. Voilà. Donc j'ai pris des vins qui pour moi allaient me faire envie de me sentir à la maison un petit peu. J'ai pris évidemment du Chenin parce que voilà. De toute façon. Je savais. Tout le monde savait parce que tout le monde sur les messages dit elle va choisir un Chenin. Elle est fan de Chenin. Nous sommes fans de Chenin. Nous adhérons la même chose. Mais voilà. Donc c'est lequel de Chenin que tu as choisi pour commencer? Alors j'ai choisi 2 Chenins. Parce que voilà, là, je pense que le Chenin, c'est le plus grand cépage du monde. Je crois que le pinceau est clair. On boucle par tous les grands amateurs de vin de la Loire. Voilà. Et voilà. Alors le premier, j'ai pris un vin qui tient particulièrement à cœur. C'est le Savenier Rochemoine. La Rochemoine, très bien. 2017. Voilà, de chez Tessa La Roche. Alors, pourquoi j'ai pris ce vin-là? Pour plein de raisons. J'ai grandi juste à côté de Savenière, en fait. Juste à la bordure de Angers et Bouchemaine. Donc, Savenière, c'est une commune que je connais bien parce qu'une de mes meilleures amies est de là-bas. Donc, depuis que je suis toute petite, je passe beaucoup de temps à Savenière. Et Savenière, je le connais donc de manière personnelle. Et après, je l'ai redécouvert grâce au vin. Et j'ai redécouvert cette magnifique appellation notamment grâce à Tessa La Roche. Alors un petit clin d'œil aux femmes vigneronnes, de mère en fille. Je trouve que c'est vraiment bien. Il y en a deux. Il y en a de plus en plus. Et voilà. Alors c'est pas une question de sexe, mais c'est super de voir qu'il y a une ouverture d'esprit incroyable qui se passe en France à tous les niveaux en ce moment, plus que jamais. Et donc c'est super de voir ça. Et Tessa, c'est une amie très proche. Je me suis mariée chez elle et en 17 j'étais là aux vendanges. Donc ça fait partie des domaines que je suis et qui m'apprennent énormément parce que je crois vraiment qu'en tant que sommelier c'est très très important de passer beaucoup de temps dans la vigne. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Et c'est vrai que je suis un petit peu un peu plus. Pardon? C'est là que tout commence. C'est là que tout se passe.
Ce qui se passe ici, moi, aux États-Unis, c'est que je goûte plein de vins. C'est la chance d'être aux États-Unis, c'est pour ça que je suis à New York, c'est que je goûte des centaines et des centaines et des centaines de vins toutes les semaines au restaurant, on goûte toutes les bouteilles que l'on sert. Mais je me suis rendu compte que c'est d'une certaine manière très superficiel. Donc j'ai vraiment décidé d'avoir un point d'amarrage dans quelques domaines que je suis maintenant depuis des années pour vraiment comprendre l'évolution des domaines. Et je pense que c'est extrêmement important pour nous, sommeliers, de comprendre cette notion de temps et de durée, et que c'est super d'avoir plein de vins tendances qui déboulent tout le temps, mais que s'il n'y a pas un travail de suivi, de compréhension de l'évolution humaine du vigneron, du domaine, c'est très très compliqué pour nous d'apprécier les vins. Et donc Tessa m'a très gentiment ouvert ses portes depuis longtemps, et donc j'essaye de passer beaucoup de temps là-bas juste pour comprendre l'évolution du travail. Et donc en 2017, j'étais là-bas au vendange, et ça avait été un millésime compliqué parce qu'il y avait c'était le millésime du gel là-bas à Savenir. Oui. Et donc quand vous êtes dans ces moments voilà, très très durs pour les vignerons, hein, quand le travail de l'année au final se résume à 20% de la production, alors qu'on sait très bien que les années de gel, il y a tout autant de travail, si ce n'est plus que les années où le climat est beau. Bah voilà, c'était une année où émotionnellement, je pense que les émotions se transcrivent aussi dans les vins, surtout quand ils sont faits avec un respect de la vigne et de la cave. Et je crois que c'est une bouteille qui me parle énormément. Donc voilà, un millésime compliqué, mais derrière, on s'en est sorti encore plus fort. Il y a du travail, et dans les grands terroirs, et les grands vignerons, dans ce genre de situation, ils arrivent effectivement à s'en sortir et à magnifier tout ça. C'est intéressant déjà à voir, même si on sait que le chenin est un cépage qui aussi se garde très bien. Les vieux chenins, même secs, liquoreux bien entendu, mais les secs, c'est juste extraordinaire aussi. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Alors, évidemment, on connaît les très très grands liquoreux. Hein. D'ailleurs, j'ai encore à la cave des 1919 de chez Huette à Racine, hein, pour ceux qui veulent venir nous voir en restaurant quand on roule. Ouais, de Vouvray, qui est une bouteille incroyable. Et les chenins secs, bah oui, le chenin sec n'est pas forcément la grande tradition historique du chenin qui, a fait sa réputation au fil des siècles sur cette capacité incroyable à prendre le beau triptyque sous le passerillage. Mais c'est vrai que depuis maintenant 40 ans, on a des exemples magnifiques de chenin sec, et là, tout ce qui est en train de se mettre en place depuis 15-20 ans, ça prouve qu'on peut parler des très très grands cépages une fois encore. Donc oui, c'est une bouteille, j'ai ouvert ça parce que c'est un clin d'œil, parce que c'est vrai que c'est délicieux là, mais 20-30 ans de garde, il n'y a pas de problème. Il y a plein de très bien, parmi les messages qu'on nous envoie, par exemple, Maxime nous dit les muscadets aussi se gardent très bien, j'en ai goûté des très vieux. Ah oui. Personnellement, et je suis sûr que toi aussi, et vous qui nous écoutez, des 10 ans, 15 ans, même 30 ans pour certains muscadets, c'est juste extraordinaire. Ah oui, alors j'ai pas eu prendre un muscadet après pour suivre, mais j'ai pris un chenin produit dans le muscadet. Ah ben voilà. On avance un peu parce que l'autre malheureusement. Ouais, j'ai posé ça, ouais. Alors l'autre chenin. La deuxième bouteille, c'est quoi alors? Alors c'est un chenin qui est fait dans les coteaux d'Anceny. Oui. Voilà, donc c'est les terroirs des muscadets coteaux de la Loire. Alors c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est le chenin de la Pahonnerie, donc de chez Jacques Carroger. Ça s'appelle les Champs Jumeaux, c'est un millésime 2015. Donc là, on descend la Loire, on va vers Nantes, on passe Ingrande, et là, on arrive sur la région des Muscadets, en fait. Mais il y a un petit coin qui s'appelle les Coteaux d'Anceny, qui est un coin de Loire qui est pas très connu, un peu coincé entre le Muscadet et l'Anjou. Et là, il y a pour moi des choses incroyables qui se passent. Et c'est vrai que aussi en tant que sommelier, on aime toujours continuer à chercher, à fouiner, à redécouvrir des terroirs un petit peu oubliés en sortant des très très grandes appellations. Et là, c'est un chenin sur Poudingue, les Poudingues d'Ingrande. Donc on fait même pas une demi-heure en voiture, 35 minutes avec l'autoroute. De chez Savenir, on passe là-bas, et toute expression tellement différente de chenin sur des terroirs qu'on connaît pour les muscadets. Et grands terroirs de garde. Juste un petit mot, parce qu'on utilise Poudingue par exemple. Comment tu peux traduire Poudingue de millefeuille géologique? Oui, absolument. Alors les Poudingues, c'est un peu des roches, c'est des roches sédimentaires. Donc c'est des roches qui dérivent d'une autre roche, qui ont été charriées. Et dans ces cas-là, on est sur une base plutôt de tout le massif armoricain. Donc on est sur une base plutôt métamorphique
et plutonique, donc des débris plutôt granitiques et tout ça. Donc ça, et voilà. Et donc Carogé et Jacques, ça fait partie de ces vignerons très importants pour moi, parce que quand je connaissais rien au vin, et vous savez que les premières fois que vous allez faire votre dégustation, c'est dur, hein. Et ben ça fait partie de ces vignerons qui ont ouvert la porte, qui ont répondu aux questions, qui m'ont accueilli à bras ouverts. C'est un petit clin d'œil, parce que Jacques, voilà, ces appellations-là, voilà, les vins sont super. Il y a des rapports en qualité-prix incroyables. Ils font des gamets délicieux. C'est signalé, quoi. Parce que sont des vins accessibles en prix aussi. Oui, ça devient de plus en plus important pour moi. Je dois bien avouer que le prix du vin, le vin doit être payé à son juste prix. Donc il y a un vrai travail à faire dans la vigne, dans la garde. Mais voilà, le vin, il faut aussi que ce soit accessible à beaucoup, pour toutes les bourses, tous les vins de qualité travailler comme ça. Alors Jacques, c'est le président de ce nouveau comité qui a été créé pour les vins nature en plus. Donc il y a une vraie défense, une vraie réflexion par rapport au travail des vignes et au travail de cave. Mais il fait des vins qui sont vraiment à portée de toutes les bourses. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment crucial. Et des vins qu'on peut garder. Donc voilà, là c'est 2015, c'est une merveille, quoi. C'est un petit peu réduit au nez, c'est un peu plus large, un peu plus fruité, un petit peu plus massif que on n'a pas les mêmes finales un peu amères de Savenière. On est sur quelque chose d'un petit peu sur l'avant-de-bouche, avec si vous pensez un petit peu à une orange, on est plus sur la chair de l'orange que sur le zeste d'orange, qui serait la qualification de Savenière. Mais c'est une bouteille de folie, quoi. Et nous, on la paye à New York, on la paye $15-16 à New York. Donc voilà. C'est raisonnable dans le panorama new-yorkais. Ouais, absolument. Avec voilà. Là, tu as envie de servir ça si tu as des amis à la maison ou à l'apéro comme ça, qu'est-ce que tu as envie de proposer comme accord avec ces deux vins? Avec ces deux vins, j'aimerais travailler tous les poissons fumés un peu. Voilà, que ce soit des anguilles, que ce soit on travaille beaucoup ici. Le chef aime bien travailler un petit peu le hareng. On a eu une terrine superbe de foie de morue et de foie de lotte. Et j'aime tout ce côté un petit peu salin, de la poutargue, toutes ces notes un petit peu denses marines avec ça marche très 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 bien. L'aïonné. T'en as aïonné et après il faut aller chercher parfois aussi les petites pointes d'amer. Les petites pointes d'amer, ça marche aussi très très bien. Alors plus là par exemple, là j'ai ouvert ça ce midi, mais j'ai regoûté ce soir. Je pense qu'on va travailler. On a la chance de pouvoir avoir pas mal de livraisons ici encore à New York. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de poisson. J'ai une truite du Maine qui va arriver. Je vais faire un travail sur les choux parce qu'on a encore pas mal de choux. Donc choux de Bruxelles, choux fleurs, très légèrement grillés. Voilà, avec ce type-là, ça passe très bien. Et des Rio, voilà aussi, Chenin et Rio, c'est magique. Parfait. Alors, il n'y a pas que la Loire dans la vie, même si c'est là, ça serait génial parce qu'il nous reste une dizaine de minutes que tu nous parles un petit peu peut-être de tes autres coups de cœur dans les autres régions françaises. Parce qu'il y a vraiment des choses. Oui, alors, j'en ai pris un autre, voilà, que j'adore. C'est vraiment un vin que j'aime énormément. Voilà, c'est Thierry Navarre 2018, c'est en vin de France et c'est vin d'œillade. Voilà, donc alors j'ai pris 3 bouteilles. Dans quel secteur viticole, je veux dire, et avec on est à Saint-Chinian. D'accord. Alors, dans le Languedoc, sud Languedoc. De Pesna. Ouais, on n'est pas loin à Roquebrun. Voilà, et donc les schistes là-haut, les schistes ordoviciens. Alors, le travail de Thierry, j'adore. L'œillade, c'est peut-être un cépage dont personne n'a vraiment entendu parler. C'est un vieux cépage languedocien, un peu proche du cinsault. Et j'ai découvert le travail de Thierry parce que il travaille justement avec le Ribérinck. Et je suis toujours vachement intéressée par les cépages. J'adore découvrir des nouveaux cépages. C'est des cépages qui ne parlent pas beaucoup aux gens pour l'instant, mais qui vont revenir sûrement dans le fil de l'actualité. Grâce à leur capacité notamment à résister à des climats particuliers et à donner souvent à la fois des acidités et des amers super intéressants. Absolument. Et des taux d'alcool ridicules. On est à 11% d'alcool et c'est mûr. Donc vous êtes dans... Alors j'adore cette appellation de Saint-Chinian, j'adore tous ces coins du Languedoc, Roussillon. Alors honnêtement j'aime vraiment toutes les régions de France. Il n'y a pas de... Beaucoup parce qu'il y a c'est vrai que toute la partie du Languedoc, Roussillon, etc.
Mais même dans les vins de Pays d'Oc, il y a des choses super intéressantes à découvrir et à faire partager. Ah oui, absolument. Il y a sûrement une liberté de production qui permet effectivement d'avoir des vins très séducteurs. Absolument. Une fois encore, des rapports qualité-prix incroyables. Quand vous commencez à chercher, il y a une complexité de terroir hallucinante. Vous allez dans les hauteurs, vous allez dans les terrasses du Larzac, Saint-Chinian, après vous descendez les Corbières, vous descendez même dans le Roussillon, là-haut, du côté de la Tour de France. Si vous êtes un peu curieux, mon Dieu, mais il y a tellement de trésors. Et après, tous ces vieux cépages, ça vous permet aujourd'hui d'avoir des bouteilles qui... Cette bouteille, c'est pareil, ça nous coûte rien à New York, ça, même pas 10-11 $. Ça fait 11-12 degrés d'alcool, c'est une alternative super pour les apéritifs. Il y a quand même du fond. Alors, je vais vous montrer le Ribérac, malheureusement, j'ai tout bu, avec un petit potentiel de garde. Voilà. Et je crois que pour moi, c'est vraiment une fois encore important de notre travail de sommelier, ça fait partie aussi de ça, de chercher ces relations entre les terroirs, les hommes, les histoires. L'histoire, c'est très très important de connaître l'histoire viticole des régions, les cultures des régions, parce que on a des trésors en France, des trésors exceptionnels. Et il faut juste leur donner la chance et sortir peut-être d'a priori un petit peu séculaire et de se dire bah oui, il y a des très belles choses partout. Alors le Sud-Ouest, j'en parle même pas, l'Alsace, voilà. Je crois que d'être aux États-Unis, ça me fait encore plus remarquer à quel point la France est une mine de super appellations. Il faut et de terroir et sortir. De nombreuses questions qui défilent sous nos yeux. Pascaline, là on nous demande par exemple ton vin du Jura préféré. Alors là, c'est très compliqué. J'adore le Jura. J'étais là en janvier. On est vins de caractère. Tout, j'adore. Un énorme respect pour Stéphane Tissot. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la gamme la plus cohérente sur le Jura avec Ganva, mais la gamme de Stéphane, les prix de Stéphane sur 50 hectares en biodynamie, c'est magnifique. Un travail de transmission. Et ça aussi, je suis de plus en plus sensible à ça dans mes sélections au niveau des vins. Le travail dans la vigne, le travail pour la protection de l'environnement, la protection des équipes et la qualité de travail des équipes avec des prix cohérents. Voilà, je pense que plus que jamais on a un travail de prescripteur et il faut vraiment soutenir une filière de A à Z par rapport à ça. Voilà, donc Stéphane, grand chapeau quoi, c'est exceptionnel. Les chardonnays, c'est magnifique. Voilà. Il y en a plein. Il y a Kenjiro Kagami. Là, j'étais en train de finir une bouteille de Pierre Auvernois. J'ai eu beaucoup de chance récemment. J'ai une amie au restaurant a été visiter Pierre l'année dernière et elle lui a donné du côté d'Arbois, Pupillon. Et elle lui a apporté une des bouteilles de vin que je fais à New York avec mon partenaire, des bouteilles d'hybride. Et donc Pierre lui a donné une bouteille en cadeau secrète. Et on l'a bu ensemble au restaurant. Et c'était un 91 chardonnay houillé. Et que j'avais jamais goûté. Et en fait, elle m'en a laissé quasiment la moitié. Et donc, ça fait quelques semaines que je la goûte tous les jours pour voir comment elle évolue. Voilà. Alors là, quand j'ai une bouteille comme ça, mais c'est top. Mais c'est une vraie magie, notamment pour ces vins du Jura. C'est leur capacité aussi à se garder, même quand ils sont ouverts. On peut les goûter sur plusieurs jours et ils ont toujours quelque part un nouveau chapitre à nous offrir. Exactement. Et ça, c'est. D'ailleurs, dans cette période de confinement, parce qu'on arrive quasiment à la fin, ça passe vite de notre entretien, et c'est un vrai bonheur de t'entendre. Est-ce que tu aurais un livre à nous suggérer, quelque chose qui, toi, te fait vibrer, voire te fait tenir peut-être dans cette période de confinement, et que tu pourrais partager et qui nous écoute? Alors, j'ai préparé 3 choses. 3, ça va aller vite. Alors, je lis énormément de livres sur le vin. Pour plein de raisons, mais j'ai une bibliothèque, donc je me rattrape et je relis des choses très intéressantes. Alors, un des livres qui m'a fait tenir et que j'adore relire, c'est une BD en fait sur le vin. Ça s'appelle Les Ignorants, de chez Étienne Davodo. Et c'est le portrait croisé d'Étienne Davodo et de Richard Leroy qui découvrent leur monde. Et c'est une BD incroyable pour ceux qui veulent rentrer dans le vin. Ou ceux qui sont dans le vin, il y a tellement de force, il y a tellement d'humilité, voilà. Donc ça, c'est vraiment, je l'avais lu quand elle était sortie, j'avais lu sa version anglaise et là, je l'ai relu il y a 2 semaines et j'avais un sourire, voilà. Donc ça.
Le deuxième, alors, je suis en pleine réflexion d'activisme en ce moment. Donc, j'ai relu un texte fondamental et je suis en train de prendre même pas mal de notes dessus. Alors, c'est quelque chose peut-être que vous connaissez pas, mais c'est un auteur japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka et qui a écrit un livre sur les alternatives agricoles et la révolution. En anglais, c'est The Wine Straw Revolution, le livre d'une paille. Et c'est exactement ce qu'on disait, c'est comment repenser notre rapport à la nature. Et c'est un livre maître qui a été écrit à la fin des années 70, mais qui aujourd'hui a plus que jamais de la pertinence. Et ça me permet de penser qu'il y a un demain. Il faut le créer, mais il y a un demain. Et la dernière chose que je suis en train de regarder, parce que voilà, la philo me manque beaucoup, et je crois vraiment que c'est important d'apprendre à se poser des questions. Et là, donc ça, je l'ai en DVD, mais je sais que c'est disponible sur YouTube. Je suis en train de re-regarder l'abécédaire de Gilles Deleuze. Voilà. Et Gilles Deleuze, c'est un philosophe qui m'a énormément influencé. Et quand les gens pensent que la philo c'est impossible et que c'est compliqué, que c'est des concepts et tout ça, ce sont des entretiens à la fin de la vie de Gilles Deleuze avec une de ses élèves. Il prend l'alphabet et à chaque fois il décline. Et subitement vous vous rendez compte que non, en fait, la philo c'est peut-être extrêmement important parce que ça vous apprend juste à réfléchir par vous-même. Et plus que jamais aujourd'hui, le sens critique, développer un sens critique, c'est vraiment important. Voilà, donc vous en mettez 15 minutes par jour. Voilà, ça vous fait penser, ça fait du bien. C'est une bonne prescription qui permet de faire plaisir à l'âme et à l'esprit. Un dernier petit coup de cœur, quelque chose comme ça pour faire plaisir aux gens et partager peut-être un autre souvenir d'un particulier. Écoutez, peut-être la question posée différemment, Pascaline. On espère tous que le déconfinement va arriver quand ça arrivera, quand il faudra que ça arrive, et il va arriver, on le sait. Quelle est la bouteille que tu auras envie de goûter à ce moment-là? Alors, je pense que j'ouvrirai une bière. J'ouvrirai une bière parce que un des grands moments de ma vie, c'était qui a changé ma carrière, c'était quand j'ai été acceptée pour faire un stage au Georges V avec Monsieur Baumard et avec Monsieur Hamon, qui sont pour moi des légendes, des gens exceptionnels du monde du vin. Et là-bas, voilà, et j'ai découvert Cantillon. Alors là, c'était fini. Et donc Cantillon, la Belgique, donc voilà, je suis tombée amoureuse des bières Cantillon, évidemment, et après j'ai travaillé en Belgique avec Rouge, et donc j'ai gardé quelques bouteilles de Cantillon, et j'ai le Grand Cru Bon-Célansac, qui est un peu leur grande cuvée, et que la première fois que je l'ai bu, c'était au Georges V avec Monsieur Hamon et Monsieur Baumard, et j'adore ça, et voilà, donc ça va être la bouteille que je vais ouvrir du confinement. J'adore la bière. C'est génial. Merci beaucoup, Pascaline, pour cette petite demi-heure passée avec nous. C'était un plaisir que vous soyez aussi nombreux avec nous ce soir. Moi, je vais lire. Oui, qu'est-ce que... musique. Alors, pour moi, ça va être du Brel. Tous les livres par les éditions d'Archipel, que j'ai déjà dévoré une première fois. Je vais le relire parce que j'adore vraiment la philosophie, le sens du spectacle, les mots. Et ces mots sont importants. Et notre métier, pour remettre des mots sur des émotions, c'est quelque chose effectivement qui est assez fascinant. On a la chance de pouvoir vivre de cette passion et de la partager avec le plus grand nombre. Les mots sont importants. Les images également, c'est pour ça que j'adore Brel. Voilà. Parmi une multitude de chansons de Brel qu'on connaît tous, il y en a une qui commence comme ça: Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Donc, vous souhaitez tous de le remplir, mais surtout de le vider, le verre, mesdames et messieurs, avec modération, bien entendu. Un grand merci, Pascaline. On remercie aussi la société avec qui on a eu l'idée, l'Union de la Sommelier française, avec laquelle on a un partenariat pour diffuser effectivement ce live Instagram. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir conclu cette première semaine. On vous donne à tous rendez-vous. Vous êtes encore nombreux à nous écouter, à nous voir dès la semaine prochaine, puisque mardi, nous aurons notre invité, puisque ça sera Vincent Ferriot, le journaliste gastronomique truculent. Notre journaliste jeudi, puisque nous aurons la chance d'avoir Monsieur Hutin de France Inter avec nous. Et on terminera la semaine avec Stéphanie de Québec, une chef que nous adorons tous sur les réseaux et dans son restaurant La Seine à Paris, qui viendra nous parler aussi vin et gastronomie. Et puis après, nous retrouverons quelques autres sommeliers et sommelières, puisque Marie Bodecki sera avec nous. Elle vient de gagner le trophée des vins du Sud-Ouest.
Laura Vidal de la Marseillaise, que j'aime beaucoup aussi, qui sera avec nous. Et puis nous aurons aussi prochainement François-Xavier de Maison ou d'autres personnalités qui nous ont déjà donné leur accord pour venir suivre ton exemple, ma chère Pascaline, en ce vendredi, pour pouvoir partager cette passion tous ensemble. Qu'est-ce que vous buviez, Philippe? C'est quand même important. Non, oui, exactement. J'étais aussi parti dans le Jura et j'ai retrouvé une bouteille d'Arbois de Chevrolet en 2011, en rouge, un assemblage de Pinot, de Trousseau, de Poulsard. Je pense que je vais goûter ça ce soir. Et tout à l'heure, je disais que j'avais mis au frais une bouteille de champagne. Je ne sais pas si je veux ce soir, peut-être dans le week-end. C'est initiale de Jacques Sénos, avec un magnifique assemblage pas terroir, puisque c'est Cramant, Auger et le Ménil, bien entendu. Ouais. Et Avis, pardon, mais sur du chardonnay, bien entendu, sur 3 millésimes différents, ce qui donne effectivement un vin assez magique. Finalement, super. De façon générale, il y a des cuvées particulières de champagne comme ça, mais il y en a une multitude dans les grandes maisons, dans les petites maisons, peu importe. C'est vraiment le produit qui est le plus symbolique pour pouvoir effectivement fêter quelque chose de particulier. Et super. Cette première semaine tous ensemble, merci à vous tous. Merci beaucoup.